Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler d'identité numérique avec un angle de présentation sur la confiance. Avant toute chose, je vais me présenter. Donc je m'appelle Anthony Rénic. Je suis ingénieur de recherche à Clermont-Auvergne Innovation, où je suis hébergé au LIMOS à l'université Clermont-Auvergne et où je travaille avec Pascal Lafourcade sur un projet astéroïde où on cherche à faire émerger une nouvelle solution de signature électronique à partir de modèles de PKI un peu plus distribués. Donc je suis ingénieur de recherche, oui, donc c'est très lié à la recherche, pardon. Un petit sommaire pour commencer sur ce dont quoi je vais vous parler. Donc je vais vous présenter d'abord ce qu'est une identité d'un point de vue social et psychologie, pour faire des petits rappels hors informatique. Après, je vais vous parler de l'évolution des systèmes de gestion des identités au fil des âges et avec l'évolution du web. Je vais ensuite parler d'une définition d'identité numérique et qu'est-ce qui la constitue et comment elle évolue par rapport à une identité classique, historique de ce que l'humain a connu. Après, je vais parler de SSI, donc pour Self-Sovereign Identity. Et je vais rejoindre tout ça avec l'Europe et ce que le futur de l'identité nous réserve avec les réglementations européennes, les règlements européens, pardon. Donc tout d'abord l'identité. Donc d'un point de vue social, en fait, l'identité elle est singulière, donc elle est propre à l'individu. Donc c'est comment moi je me représente et comment j'ai conscience de moi. Elle est multiple parce qu'elle va avoir des aspects variés et limités. Donc en fonction des contextes sociaux, je vais présenter plus ou telle partie de mon identité. Et elle est partagée, donc c'est-à-dire qu'elle se construit au contact des autres et à partir des groupes sociaux qui me constituent. Donc on retrouve le moi, nous et autrui. Et donc c'est ça qui fait que moi, Anthony, je suis Anthony aujourd'hui. Donc c'est un mix entre sociologie et psychologie, donc ça fait l'objet de beaucoup de recherches qui sont pas l'objet d'informatique. Mais bon, c'était pour un petit rappel. Donc ce que je voulais rappeler, c'est que les identités, elles sont bien au pluriel. Donc souvent on parle d'identité en informatique, mais il y en a bien plusieurs. Donc par exemple, on va parler de l'identité légale régalienne, où là c'est la carte d'identité qu'on a tous, qui est souvent l'identité par défaut, qui est prise parce que c'est l'État qui nous a attribué cette identité au travers de l'acte de naissance, de nos parents, etc. Et donc c'est elle qu'on va utiliser pour franchir les frontières, pour toutes nos démarches administratives, etc. Et donc c'est celle à laquelle on se rapproche le plus. Il ne faut pas confondre tout ce qui est KYC et identité. C'est-à-dire que le KYC, c'est j'apporte de la confiance par rapport à ma banque pour dire que je suis bien quelqu'un, un citoyen qui est en règle, etc. Mais ça ne doit pas être confondu avec cette identité. Donc je devrais pouvoir ouvrir un compte en banque en fait, sans forcément prouver mon identité. Il y a tout ce qui est identité personnelle, donc c'est moi, comment moi je me perçois et comment je m'imagine moi-même. Il y a tout ce qui est identité sociale, donc là en fait pareil, en fonction du groupe de personnes avec qui je vais être, je ne vais pas avoir la même personnalité ou présenter les mêmes aspects de mon identité. Donc là, dans un contexte technique, je vais plutôt vouloir être sérieux et technique. Dans un contexte plus autre, familial, je vais avoir une autre identité, etc. Et donc, je vais avoir ces différentes facettes d'identité qui vont être plus ou moins présentées. On peut aussi parler d'identité professionnelle. Donc, il y a des gens qui vont être complètement différents dans une sphère professionnelle et dans une sphère personnelle. Donc ça a été mis en exergue par Renaud Saint-Saulieu, qui a défini 4 modes d'identité, où en fait les gens, en fonction de ce qu'ils veulent valoriser, s'ils veulent valoriser la communauté, la mission, la carrière ou les règles, en fait, ils vont plus ou moins se mettre en retrait et plus ou moins construire leur identité par rapport au groupe. Et il y a 2 identités en plus, par contre, qui ont été découvertes plus tard. Donc l'identité de service public, où là, ça va être plutôt quelqu'un qui va être à un secrétariat ou à un guichet,
ou qui là en fait va peut-être beaucoup sourire et présenter beaucoup de caractéristiques différentes de ce qu'elle a au quotidien. Et le côté entrepreneurial, où là c'est quelqu'un qui va chercher à s'impliquer dans l'organisation et la faire bouger pour le collectif. Donc cette identité, c'est ce qui, en tant qu'humain, nous permet de nous reconnaître entre nous, donc avec du langage corporel, non corporel, etc. Et donc ça va avoir un rôle primordial dans la société et nos interactions. Donc par exemple, si on échange un objet, on va utiliser nos cinq sens pour vérifier que la personne d'en face, l'objet qu'elle présente, il est bien ce qu'on attend, etc. On va regarder, on va sentir, on va voir un peu ce qui se passe. Et donc ça, on fait ça depuis en fait, des milliers d'années. Et donc c'est comme ça qu'on établit un peu la confiance et qu'on a été habitué à le faire. En fonction aussi des appartenances à des groupes socioculturels, donc en fonction de comment on s'habille, d'où on vient, etc. Et donc dans le numérique, comment ça se passe? En fait, il y a une personne qui est assise sur une chaise derrière un clavier et un écran et qui va en fait communiquer avec une autre personne qui est elle aussi assise sur une chaise, mais on ne sait pas où, ou à l'autre bout du monde. Et donc là, on va plus pouvoir utiliser l'intégralité de nos sens, et on va pouvoir simplement se fier en fait aux données qui vont être transmises entre les deux ordinateurs. Et donc en fait, ça a posé le problème dès les premiers ordinateurs. Donc au début, c'était des ordinateurs qui étaient dans des centres de calcul, où il n'y avait pas de réseau, un accès physique, et on faisait de l'ordonnancement du temps de calcul en fait. Donc peut-être qu'un chercheur venait utiliser 2 heures la machine, après c'était un autre chercheur, etc. Mais la sécurité, elle se faisait au niveau du bâtiment, d'un point de vue physique, et pas au niveau réseau. Donc on n'avait pas besoin de sécurité en fait. Et on faisait confiance. Je crois qu'il y a un petit... Ouais, j'ai pris le jeu. Ah, c'est bon. Ouf. Moi, je touche plus que mon clavier. Donc, ce qui s'est passé, c'est que très vite, on a connecté les ordinateurs entre eux. Donc, on a mis en réseau ces ordinateurs et ces machines de calcul. Donc, avec ARPANET, qui a donné Internet aux États-Unis, et Cyclade en France, dont on peut voir un schéma ici. Et donc, le fait de rendre accessible cette machine à distance, en fait, ça a rendu le fait on peut usurper l'identité d'un chercheur ou d'un admin super facilement, en fait. Donc il a fallu trouver des moyens de se protéger contre ça et de sécuriser l'accès aux machines. Et donc c'est là que, en fait, très vite, on a mis en place trois étapes. Donc tout ce qui est identification, savoir qui on est. Donc ça va être username par exemple. Une authentification, donc donner la preuve de qui je suis. Donc là, ça va être plutôt un mot de passe, historiquement. Et après, une fois que j'ai ça, le côté autorisation, donc si je suis le chercheur 1, j'ai le droit à 2 heures, de 8h à 10h, et le chercheur 2, de 10h à midi. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que là, en fait, on a, avant où la confiance s'établissait entre humains, et peut-être que les chercheurs allaient se faire confiance entre eux pour se donner l'accès à la machine, là, en fait, ça va être complètement différent, et on va se baser sur la sécurité, et donc ces fameux identification, authentification et autorisation, pour justement donner l'accès à la machine. Donc après ça, ce qu'on a vu dans le web, c'est que les identités se sont développées sous forme de silos. Donc avec, par exemple, mon fournisseur de pizza préféré, il me donnait une page web où je pouvais m'authentifier pour commander ma pizza. MSN, à l'époque où pour me connecter, c'est pareil, il me fallait un email et un password. Et les forums PHPBB, où là, chacun avait son propre login mot de passe. Et où je me connectais, et donc là c'est l'admin à chaque fois vers qui je m'authentifiais. Donc ça a fait beaucoup de silos, beaucoup d'identités différentes, où je pouvais m'appeler Anthony63 ou Anthony pro de la pizza, enfin tout était possible. Il n'y avait pas de lien entre celles-là. Ce qui est arrivé ensuite, c'est que c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux ont émergé, les gens ont commencé à se créer des comptes.
Ils ont échangé des photos, des messages, privés ou non. Et ensuite, ils ont commencé à jouer à des jeux, des applications. Et c'est là où on voit sur Facebook, les groupes Facebook, apparaître une façon simple en fait, d'éviter de recréer à chaque forum ou à chaque jeu en fait, des users et des mots de passe. Donc en fait, ce que va proposer Facebook, Google et plein d'autres, en fait, ça va être de dire connectez-vous avec votre compte Facebook ou Google, parce qu'en fait, il est déjà là, il a tout ce qu'il faut, donc utilisez-le. Donc ça pose problème, parce qu'en fait, ça va créer des royaumes d'utilisateurs, et c'est ce qu'on a vu émerger par la suite, où en fait, l'option se crée un compte avec username et mot de passe était vraiment caché par rapport à du social login. Malgré le fait que ces standards soient ouverts, donc on peut citer OpenID, SAML et OAuth2, qui ont permis aussi de développer ces social logins, et avec des alternatives comme Keycloak, qui ont permis à certains de développer leur propre royaume, et notamment aux entreprises de faire du SSO, donc Single Sign-On, et aussi de la fédération d'identité, en prenant par exemple l'annuaire d'entreprise et en l'intégrant à côté d'autres systèmes. Donc tout ça nous permet, reviens sur le concept d'identité numérique. Donc là, c'est Fanny Georges qui nous en parle. Donc elle définit ce qu'est une identité numérique. Donc ça va être un login, un username ou un email, comme je disais tout à l'heure. Donc elle va être constituée d'une identité déclarative. Donc ça va être ce que je dis de moi, donc ma description, ma photo, etc. L'identité agissante, donc ce que je vais faire comme action à l'intérieur de ce système, ou qui va se voir à travers ma page ou mon profil Facebook ou Google. Donc tout ce que je pense et ce que je partage sur les réseaux. Et après, il y a tout ce que je consulte en fait, avec des traces, sur en fait, dès que je vais voir une page, etc. En fait, Facebook va garder une trace, ou d'autres systèmes vont garder une trace. Et donc ça va en fait constituer mon identité numérique. Et donc, ça va aller plus loin que ce que, au sens social et au début, ça définissait. Et donc, c'est en permanente construction en fonction de ce que je consulte et ce que je vois. Est-ce que des gens vont me taguer à des photos? Est-ce qu'ils vont recommenter des vieilles photos? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et donc ça va faire vraiment évoluer mon identité. Donc la confiance était vraiment initialement dans la sécurité du système. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que comment on va aussi faire des échanges sur Internet, ce qui est apparu après avec les systèmes de paiement. Donc comment je fais confiance, par exemple, à une boutique en ligne, ou comment je fais confiance sur le bon coin à quelqu'un d'autre. Donc ce qui est apparu, c'est des systèmes de réputation, où en fait on notait chaque personne, et c'est par itération en fait, sur chaque vente ou chaque achat, que en fait la confiance s'est construite sur des interactions répétées. Ce qui est venu apporter en plus eBay et PayPal, c'est qu'en fait ils ont un peu monétisé le troc, dans le sens où en fait à la base le troc, juste j'échange, donc c'est du pair à pair, j'échange d'une personne à l'autre, et il n'y a pas d'instance centrale entre les deux. Et là, ce qu'ils ont proposé avec des mécanismes de remboursement ou de satisfaction acheteur, en fait d'avoir une garantie là-dessus, alors que ça n'existait pas dans un monde physique. Et donc à côté de ça, donc il y a tout ce qui est réseaux sociaux, où là en fait l'identité numérique va aussi se construire autour du nombre d'abonnés, des tags, des likes qu'on va apporter à chacun, etc. Et donc ça va donner de la confiance dans un profil. Sauf que cette confiance, en fait, autant mon identité numérique, elle se construit en continu, mais en fait, la société qui héberge ce royaume d'identité, elle va aussi évoluer, notamment côté réseaux sociaux. Donc, il y a eu des apps, des jeux, des groupes, mais en fait, ils nous ont dit qu'à un moment, les serveurs, ça coûtait cher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme modèle de monétisation? Ça a été les publicités. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte assez vite que les publicités étaient très ciblées, que du coup, elles utilisaient fortement notre identité numérique pour nous proposer toujours plus de choses. Il y a eu des reventes de ces informations côté numéro de téléphone, email, où là, du coup, on se faisait spammer pour plein de choses
qu'on n'avait pas demandé. Il y a le problème de l'extraterritorialité des entreprises, tout ce qui est protection des données, les faux profils, le scandale Cambridge Analytica en 2014, tous les problèmes de modération. Et donc ça a cassé en fait cette confiance dans l'institution qui était le réseau social par exemple de Mark Zuckerberg ou plus récemment par exemple Twitter, X anciennement Twitter, ou suite à l'achat de à l'achat d'Elon Musk et la reprise en main du réseau, il y a, comme Clermont Tech, vous avez quitté X. Donc toutes ces gestions d'identité en fait elles sont construites donc sur des technologies avec un aspect sécurité. Donc la première phase c'était tout ce qui est identité centralisée, donc avec les silos. Donc chacun avait son silo d'identité. On a vu justement la deuxième phase avec des royaumes d'identité, donc avec tout ce qui est SAML, OpenID, OAuth 2. Et là, ce qui arrive maintenant, c'est plus des... Ah oui, pardon. Ce qui n'a pas marché aussi, il manque un 2.5 là. Ce qui n'a pas marché, c'est le SSO. Donc avec Keycloak par exemple, donc proposer des royaumes alternatifs d'utilisateurs par rapport aux géants de la tech. Mais ça, les standards étaient bien là, mais les utilisateurs ont préféré rester sur les réseaux sociaux. Donc ça n'a pas marché. Et donc là, ce qui émerge, c'est une version 3 des systèmes de gestion d'identité, tout ce qui est Self-Sovereign Identity. Donc ça a été permis en parallèle par des recherches en cryptographie et des développements d'outils. Donc très rapidement, tout ce qui est RSA, avec la PKI, modèle de confiance hiérarchique, l'invention de PGP, où là du coup on faisait de la confiance mais pair à pair, donc c'est-à-dire je vais faire confiance mais à la personne d'en face, et il y avait des fêtes où on échangeait ses clés de manière en mode LAN, où on se retrouvait dans une pièce, on échangeait tous nos clés, et du coup à partir de là je pouvais te faire confiance. Tout ce qui est TLS, et après en 2009 tout ce qui est Bitcoin, où là on a introduit d'autres concepts blockchain et de registres. On peut citer aussi côté authentification le multifacteur qui est apparu, qui a été accéléré avec tout ce qui est FIDO2 et le 2 facteurs avec les YubiKey, etc. Et ce qui arrive un peu plus récemment, c'est justement Christopher Allen qui nous parle justement des nouvelles valeurs qu'on veut dans un nouveau système de gestion d'identité, et ce dont je vous parlais à la fin, tout ce qui est DID et Verifiable Credential qui ont été standardisés par W3C. Donc quel principe justement définit tout ce qui est, alors en français c'est l'identité numérique autosouveraine, ou l'SSI, donc tout ce qui va être représentation. Donc là c'est pas une seule chose, donc ça doit être universel. Donc il est important de pouvoir justement pouvoir être représenté par ma multitude d'identités plutôt qu'une seule. Tout ce qui est délégation, où là je devrais pas forcer une participation. Équité et inclusion, donc tout le monde devrait pouvoir y accéder. Tout ce qui est autonomie, donc il va y avoir beaucoup plus de décentralisation et d'interopérabilité. Donc là je vais pouvoir en fait naviguer entre, justement avant ce que je ne pouvais pas faire entre les royaumes en fait. Je vais pouvoir transférer mon identité d'un système à l'autre, justement avec la portabilité. Et après, les parties très importantes sur l'intégrité, donc en termes de sécurité, où là je vais chercher plus à avoir des signatures, je vais vouloir vérifier les données qui sont exposées, je veux de la transparence, je veux de la sécurité et un respect de ma protection de mes données. Donc tout ça se base sur justement ce que Christopher Allen et par la suite d'autres ont défini, sur un triangle de la confiance, où il va y avoir un issuer qui lui va, par exemple pour prendre l'exemple d'un diplôme, une université qui va délivrer un diplôme. Ce diplôme va être délivré à un étudiant.
Et donc ce diplôme va être signé par l'université, et l'étudiant diplômé va pouvoir présenter ce document à son recruteur, et avec une signature de l'université, ce qui va donner pleine confiance à l'employeur pour le recruter. Et donc tout ça va être stocké sur un registre, donc Verifiable Data Registry, qui va permettre justement au recruteur de vérifier cette donnée. Donc à chaque fois, on utilise des signatures électroniques. Et ce qu'on voit, c'est que en plus de juste signer, donc on pourrait se dire en fait, je vais auto-signer tous mes documents, c'est super. Mais en fait, l'idée, c'est pas ça. C'est en plus de cette signature, de venir définir un cadre de gouvernance qui va expliquer comment je gère mes clés, comment je délivre, donc dans le cadre d'un diplôme, comment je délivre le diplôme, quelles sont les règles, comment l'université est gérée, etc. Quels sont les cours dispensés. Donc je vais être capable de définir tout ça dans des documents annexes, et c'est ce qui va aussi apporter de la confiance au recruteur pour dire que l'étudiant est vraiment diplômé de cette école et qu'en plus il est très qualifié. Donc on va avoir des contrats légaux, des documents qui vont être contrôlés côté législatif, une page d'information peut-être, et de la compliance justement pour de l'assurance qualité, pour vérifier que tout ça est bon. Donc tout ça, ça va être présenté sous forme d'un DID, où en fait on va reprendre le format URI en changeant le début, en mettant DID avec la méthode qui va être appelée, et après un identifiant spécifique, dans notre exemple, au diplôme de la personne. Donc je vais avoir peut-être un DID, diplôme de point Anthony, et donc quand je vais l'appeler ça, ça va résoudre le document, et il va trouver mon joli diplôme avec la signature électronique. Donc des exemples de DID, donc aujourd'hui il y en a un pour les adresses d'Ethereum par exemple, ETHR. Il y a DID Ion, c'est du stockage décentralisé basé sur IPFS, qui a été fait par Microsoft. Il y a tout ce qui est DID Key, où là je vais pouvoir en fait faire un credential à partir d'une clé, sa clé publique. Et il y a tout ce qui est web, où là en fait je vais pouvoir avoir un identifiant décentralisé pour une page web. Et donc là après ça mène d'autres cas intéressants, où en fait je vais, grâce au DNS et au certificat HTTPS du site, pouvoir en fait exporter un peu une page et l'intégrer dans un lien, peut-être exporter la page web de l'université avec tous les cours et la lier dans mon DID. Au niveau de la structure, donc tout ce qui est Verifiable Credentials, il va y avoir trois parties, donc tout ce qui est metadata, la claim, donc là la claim c'est je suis diplômé, et la preuve où là du coup ça va faire appel à une signature. Ça c'est pour la partie technique, comme j'ai plus trop de temps je vais passer vite. Donc on voit que tout est précisé côté RSA, signature, etc. Et l'université va avoir un certain nombre de clés que bien sûr elle aura définies dans sa gouvernance et qu'on pourra vérifier sur Internet. Donc ça, ce Verifiable Credential, c'est ce qui va être donné à l'étudiant en tant que diplôme. Et donc une fois qu'il aura ce diplôme, il va pouvoir le présenter à son recruteur. Et donc la notion de présentation est très importante parce qu'il va pouvoir choisir ce qu'il va présenter à son recruteur. Donc il va peut-être vouloir cacher sa note, parce que le recruteur n'en a peut-être pas besoin, ou les notes qu'il a eues à toutes les matières. Donc il va ajuster les informations qu'il veut et donner une présentation de ce credential. Et bien sûr, appliquer une signature pour qu'on puisse être sûr que ça vient bien du candidat. Et donc, comme par hasard, c'est l'exemple qui est donné par l'Europe pour vendre sa blockchain EBSI. Donc c'est un des cas d'usage que veut traiter l'Europe pour justement qu'il y ait moins de fraude sur les documents lors des recrutements et de ces universités pour défendre leur réputation. Donc elle veut utiliser cette technologie elle embrasse vraiment le SSI pour construire le futur de l'identité européenne.
Donc pourquoi FSA aussi? Parce qu'en fait, depuis quelques années et un peu la perte de confiance dans les institutions des royaumes, Facebook, X, etc. En fait, elle s'est dotée d'un arsenal juridique, notamment avec le RGPD en 2016, qui est du coup une référence juridique mondiale maintenant, et EIDAS qui est apparu en 2014, où en fait ça a défini un certain nombre bah, de, de choses à respecter côté électronique pour tout ce qui est signature. Ça a défini des niveaux de signature aussi. Sur tout ce qui est validation et conservation des signatures, horodatage, envoi de recommandés électroniques et authentification de site internet. Et ce que ça a apporté en plus, c'est que ça a donné une valeur juridique aux échanges électroniques. Et dans le sens, chaque échange, par exemple, quand vous envoyez un mail à votre collègue en fait, en interne sur votre boîte pro, bah, en fait ça, maintenant, enfin depuis 2014, pardon, ça a une valeur, la même valeur juridique qu'avant quand vous envoyez une lettre. Donc ça a intégré dans le droit la légalité des messages échangés, mail ou SMS ou autre technologie. Donc ça c'était pour EIDAS V1. Et donc là il y a la V2 qui est sortie en 2014, où l'idée c'est d'aller plus loin dans ces services de confiance avec le portefeuille européen d'identité numérique, qui du coup reprend encore une fois les principes du SSI et va permettre de stocker justement le diplôme. Il propose aussi il étend la liste des services de confiance à l'archivage électronique et il homogénéise aussi au niveau de toute l'Europe les dispositifs utilisés. Donc pour la roadmap, donc on voit qu'en 2024 ça a été adopté. Et donc il y a un plan de déploiement progressif que vous avez peut-être déjà vu, qui en France se matérialise par France Identité et qui va permettre justement au fur et à mesure d'accueillir de plus en plus de diplômes ou d'autres credentials, attestations dans votre wallet qui va être mis sous la forme de mobile. Donc aujourd'hui sur France Identité, je ne sais pas si vous avez la dernière carte d'identité. Donc c'est une carte d'identité avec une carte à puce qui contient toutes vos informations sur l'identité régalienne. Et donc ça, je vais pouvoir le mettre sur mon application mobile et m'authentifier pour mes démarches avec ma carte d'identité et l'application mobile. Donc il y a un pont sécurisé qui va être fait entre la carte à puce, le téléphone et le serveur du ministère pour justement pouvoir récupérer les données, et il n'y a aucune donnée qui est stockée en centrale sur le nom, prénom côté France Identité. Et donc à la fin, ça permet d'accéder à un certain nombre de services pour faire mes démarches. Donc là, faire mes démarches et prouver mon identité en ligne. Et là, ce qui commence à se passer, c'est qu'il commence à intégrer d'autres types d'attestations que la carte d'identité. Donc on le voit là avec le permis de conduire. Donc aujourd'hui, je suis capable de prouver le fait que j'ai un permis de conduire, le présenter au gendarme, et il va pouvoir vérifier grâce à une signature que ce titre a bien été émis par le ministère de l'Intérieur et l'Agence nationale des l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. Et donc ce qu'on voit, ce qui arrive aussi, ça va être tout ce qui est carte vitale. Donc ils vont aussi intégrer la carte vitale dans France Identité. Donc je vais aussi être capable, encore une fois, de prouver que j'ai bien une carte vitale et son numéro, et présenter peut-être ça via France Identité et mon wallet. Et donc l'idée, c'est que ce wallet soit interopérable sur toute l'Europe. Donc si je voyage en Belgique et même plus loin, je pourrais prouver mon identité et faire mes démarches en ligne en fait. Donc ça, c'est un exemple des futures pages web. Donc si vous faites une démarche à l'étranger, en fait, à chaque fois, en fait, chaque pays a un nœud, et donc il va être capable d'appeler le nœud du pays où vous avez votre carte d'identité, mais vous allez pouvoir faire votre démarche de la même façon et prouver votre identité en ligne. Et donc ça homogénise tous les identités en ligne, parce qu'on peut parler notamment de l'Estonie, où ils sont très en avance là-dessus, et ils font tout en ligne, enfin toutes les démarches se font en ligne jusqu'au vote.
Et donc, en fonction des pays, bien sûr, et de notre protection des données, de nos valeurs, de comment on échange de l'argent ou comment on fait nos démarches, en fait, c'est des choses qui évoluent. Et donc là, l'Europe est là pour homogénéiser tout ça et fournir un portefeuille qui va permettre d'héberger les cas d'utilisation gouvernementaux. Et j'ai terminé. Et je vous passe les détails techniques et je vous laisse les documents pour aller plus loin. Merci.